Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du format Consultons une œuvre. Aujourd'hui on s'attaque à la saga Game of Thrones, la série. Plutôt que d'en faire une analyse complète ou de noter les innombrables différences qu'on peut trouver entre elle et les livres, je vais plutôt m'arrêter sur 5 points, 5 choses que j'ai comprises avec Game of Thrones, la série. Et ça commence tout de suite, juste après le générique. Un. Il est désormais possible de créer des séries télévisées avec une qualité cinéma. Ça paraît sûrement un peu idiot de dire ça en 2020, alors que la plupart des séries actuelles possèdent ce niveau de qualité, mais c'est assez récent en réalité. Personnellement, c'est Lost qui a été la première série à me donner cette impression de qualité cinéma. Avant, en termes d'image, de moyens, de décors, de casting, de scénario, on était sur quelque chose de plus inégal. Et on parle même pas des sitcoms, hein. Pour le coup, avec Game of Thrones, on est sur quelque chose de très soigné. La qualité d'image est incroyable, les effets spéciaux sont très bons, les décors, les costumes sont superbes, les scénaristes sont excellents. Le budget, qui a été de 50 à 100 millions de dollars par saison, a certes aidé. Et puis bien sûr, il y a les acteurs. On va pas prendre le temps de tous les citer, mais il n'y a à peu près aucune fausse note au niveau de l'actorat de toute la série. Et certains y ont peut-être même trouvé le rôle de leur vie, comme Peter Dinklage en Tyrion Lannister, ou Lena Headey en Cersei Lannister. Pendant 8 saisons, HBO nous a ainsi servi une œuvre d'une qualité incroyable. Le genre d'œuvre qui vous habitue à un tel niveau qu'on devient très vite exigeant, et qu'on peut finir par faire la fine bouche. 2. Il est difficile d'adapter une saga de 10 000 pages en quelques dizaines d'épisodes. Et pourtant, le travail d'adaptation de la part des scénaristes a été incroyable, méticuleux. Ils sont parvenus à respecter l'histoire, à intégrer à peu près tous les personnages, à retranscrire chaque scène majeure du livre, à nous faire ressentir le souffle, l'atmosphère des livres. Il s'agit d'une véritable prouesse. Pour ce faire, les scénaristes n'ont pas suivi à la lettre chaque livre. Les 2 premières saisons suivent à peu près le déroulé des 2 premiers livres, mais au-delà, de plus en plus de libertés ont été prises, et de nombreuses réorganisations ont été faites. Un travail de titan, remarquablement mené. Même Martin, très à cheval sur le contenu de son histoire, a d'ailleurs reconnu que certains passages de la série étaient mieux amenés ou mieux pensés que dans ses propres livres. Tout ceci étant dit, l'intrigue de la série, en voulant tout suivre, va beaucoup trop vite. Pendant les 5 premières saisons, je suis à peu près parvenu à tout comprendre. Mais surtout parce que j'avais lu les livres avant. Cela m'a également permis d'expliquer aux personnes avec qui je regardais la série ce qui se passait vraiment, de boucher les trous du scénario, d'expliquer les actes, les motivations des personnages, lorsque cela n'était pas ou très peu explicité dans la série. J'ai ainsi vécu les 5 premières saisons à peu près confortablement, même si je comprenais le désarroi, parfois, de ceux qui n'avaient pas lu les livres avant. Et puis, à partir de la 6e saison, se basant en bonne partie sur des livres qui n'existaient pas encore, je me suis retrouvé, à mon tour, complètement paumé. Et j'ai ressenti ce que beaucoup avaient ressenti depuis le début, depuis la saison 1. En dehors des grandes lignes, impossible de comprendre en détail les actions des personnages, les calculs, les plans machiavéliques. C'était comme si tout avait été simplifié, comme s'il ne restait plus que 10% de l'histoire à l'écran. Et puis au passage, une petite remarque, il faut avouer que les choses sont relativement manichéennes dans la série. Dans les livres, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Chaque personnage a ses motivations, sa part d'ombre, ses qualités. Personne n'est tout noir ou tout blanc. Alors que dans la série, il y a assez clairement des gentils et des méchants. Et de plus en plus à mesure qu'on se rapproche de la fin de l'histoire. Ned Stark était le gentil héros, les Lannister sont les méchants, sauf Tyrion peut-être. Daenerys c'est une gentille qui devient peut-être méchante. Même le personnage du limier est sympathique. Tout ça, c'était pas vraiment le cas dans les livres. Alors, oui, on peut comprendre que les scénaristes n'ont pas eu le choix, évidemment. Ils ont dû simplifier, rationaliser, parfois caricaturer un petit peu les personnages pour rendre les choses plus lisibles, et parce qu'ils n'avaient pas assez de temps dans la série. Mais forcément, on perd en partie ce qui faisait la force, le charme, l'originalité des livres. 3. Une telle série n'aurait probablement jamais vu le jour s'il n'y avait eu les livres à la base. Qui aurait eu cette idée sinon? Qui s'en serait donné les moyens? Créer autant de personnages? Créer une telle mythologie? Penser à autant de complexité? Pratiquement aucun projet de série ou de film ne met autant de moyens dans le scénario, qui est pourtant une facette essentielle de ce genre de projet. Aux États-Unis, comme partout ailleurs, notamment en raison du processus de production qui accorde peu de budget aux scénaristes, préférant le dépenser en acteurs, en effets spéciaux, en décors ou en marketing, il est bien plus pratique d'adapter un matériau déjà existant. Il est beaucoup plus facile d'engager une équipe de scénaristes qui va s'inspirer, qui va adapter une œuvre existante, plutôt que de leur donner le budget et le temps de travailler à une histoire riche, originale et complexe. Alors, faisons une minute de silence pour tous ces films, toutes ces séries de qualité
qui nous présente une histoire originale, une histoire inventée, au lieu d'une adaptation de livres, de comics, ou encore un remake d'une ancienne œuvre, ou une suite, un film qui a bien marché au box-office. Ces projets sont rares, précieux, surtout en ce moment. Vive l'originalité, vive la prise de risque. Allez, une minute de silence en leur honneur, s'il vous plaît. Voilà. 4. Même dans une telle œuvre, le fanservice peut se faire une place. Le fanservice, à savoir donner au spectateur ce que l'on juge qu'il veut voir à l'écran. Le fanservice n'a pas de place dans les livres Game of Thrones, bien au contraire. En revanche, la série en regorge, et le phénomène s'accentue au fur et à mesure des saisons, jusqu'à en devenir, pour certains, pour moi, problématique, jusqu'à ce que certains personnages ne deviennent plus que des faire-valoir, ce qui est, encore une fois, aux antipodes de ce que font les livres. Les producteurs pensent donc aux fans de dragons, aux fans de loups, aux fans de la beauté de l'actrice qui joue Daenerys, qui, au passage, a environ 13 ans dans les livres. On nous annonce, on nous promet le Clegane Ball, comme s'il s'agissait d'un cadeau de Noël pour nous. On nous annonce que les batailles vont être plus épiques que ce qu'on n'a jamais vu. Les fans aiment Davos, certains aiment Varys. On n'a plus de temps, on n'a plus de place pour tous les personnages. Même s'ils ont plus grand chose à faire, on va les mettre quand même. On va les mettre au second plan, silencieux. Pour contenter le spectateur, on en fait des figurants. Est-on vraiment contenté ainsi? Dans le même genre, sur la fin de la série, on prépare une grande expédition au-delà du mur. Alors, on y va, on envoie la moitié du casting de la série. Comme ça, on n'a pas peur. Évidemment, tous reviennent vivants, à part quelques figurants. Et d'une manière générale, dans les dernières saisons, on tue les méchants et on garde les gentils. Sauf un, de temps en temps, qu'on sacrifie parfois pour mettre l'alarme à l'œil des spectateurs. Ce phénomène aurait-il été poussé aussi loin si tous les livres étaient déjà sortis au moment de s'attaquer à la série? Pas sûr, impossible à dire. Peut-être oui. 5. Il est difficile de conclure de manière satisfaisante une série d'une telle ampleur. Dans ce genre d'œuvre, de saga, de série ou de série de films, la déception est quasi systématique, en tout cas au moins pour une partie des spectateurs, lorsqu'arrive le moment de conclure l'histoire. Surtout si l'œuvre est de grande qualité. Martin l'avait déjà annoncé. La fin serait douce amère, n'allait pas conclure tous les arcs narratifs, et allait surprendre. Et bon, c'est bien beau les belles déclarations, mais étant donné ce qu'il y a dans les livres, ces déclarations et ces annonces de Martin sont logiques, et pour le coup assez crédibles. Il y avait de toute façon de grandes chances de décevoir au moins une partie du public. Et puis, il y a eu les retards pris par la série, ainsi que l'ampleur démesurée du projet, mais aussi l'absence des derniers livres, et le fait que les scénaristes n'ont pu se baser que sur les informations que leur donnait, comme ils pouvaient, Martin. Alors certes, les scénaristes auraient peut-être pu faire mieux, mais il était de toute façon presque impossible de faire l'unanimité. Une nouvelle fois, montrons notre respect et marquons une minute de silence en l'honneur de toutes ces fins de livres, de séries et de films réussis. Merci. En conclusion, je retiendrai que le succès colossal de la série Game of Thrones, comme pour les livres, est assez surprenant. On est d'accord, pendant plusieurs années, Game of Thrones a été la plus grosse série mondiale, avec énormément de spectateurs attendant avec grande impatience chaque nouvelle saison, chaque nouvel épisode. Il s'agit de la série la plus illégalement téléchargée de tous les temps. Et il était quasiment impossible de ne pas se faire spoiler l'histoire, à moins de s'enfermer chez soi, sans internet, ou de visionner l'épisode 2 heures après sa sortie. Ça a été un phénomène. Et pourtant, on parle d'une œuvre de fantasy, s'inspirant de réels événements historiques. Une œuvre complexe, sombre, violente. Un profil pas franchement très grand public. On pouvait penser que la série serait regardée par un public restreint, principalement composé d'hommes, on va dire de geeks. Mais au final, le public a été de tous âges, à peu près à moitié hommes-femmes, et mondial. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient hermétiques à la fantasy, aux histoires de dragons, aux œuvres violentes ou aux scènes de sexe, et se sont finalement laissés embarquer par la série, et ont tout regardé. Faut reconnaître à HBO le courage d'avoir pris un tel risque, d'avoir consacré autant de moyens à un projet dangereux en termes de retour sur investissement. Tout comme il faut reconnaître le talent des scénaristes qui, en dépit des difficultés, de l'aspect presque impossible de la mission, nous ont tenus en haleine pendant presque 10 ans. Tout comme il faut reconnaître le talent de Martin d'avoir su intéresser, passionner les foules avec un tel projet. Encore une fois, respect total pour avoir su nous livrer une histoire, une œuvre si originale dans sa forme, dans son ambiance, dans son traitement, dans sa complexité, au moins première. Attendez, j'ai dit original? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé du fait que Game of Thrones est un projet très inspiré par Le Seigneur des Anneaux. Martin ne se serait probablement jamais lancé dans une telle œuvre si celle de Tolkien n'avait pas existé. Oh, et puis vous savez quoi? Le Seigneur des Anneaux? On va en parler la semaine prochaine. J'aurai plein de choses à vous en dire. Genre 5.
D'ici là, portez-vous bien. Valar Morghulis. Bisous.